Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode c'est moi. C'est l'avantage. Ouais. On n'est pas en direct. C'est clair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'anecdotes de motards et de motardes. Aujourd'hui, ce sera un motard en la présence de Zef. D'ailleurs, je vais peut-être te laisser te présenter, ce sera plus simple. Ok, d'accord, oui. Donc, Zef, Eno. Je travaille dans la presse moto depuis 22 ans, je crois, ou 23, je sais plus. Enfin, on compte plus à un moment. Et donc, j'ai commencé journaliste à Option, puis ensuite, j'ai passé 10 ans en moto journal. J'ai aussi fait pas mal de courses, championnat du monde d'endurance pendant 13 ans. J'ai écrit des livres, et parce que je suis passionné d'histoire de moto. Et d'ailleurs, en ce moment, on passe aussi le documentaire sur Planète Plus que j'écris, que Bader a réalisé de Highside, et Bader a fait un travail incroyable. De la télé, de l'internet. J'ai touché un peu à tout dans la moto, quoi, le voyage aussi, pour résumer et me présenter un peu. D'accord, merci pour la présentation. Donc, un vrai passionné de moto aujourd'hui. Et on passe à la première question. Comme vous le savez, c'est 5 questions anecdotes de motard. Et première question, quelle a été ta première expérience marquante avec une moto ? Je sais pas si on peut appeler ça une moto, mais ma première expérience marquante, je me souviens, c'était avec un MTX 50 que j'avais. C'était jadis, au siècle dernier. Et, au millénaire dernier. Eh merde, merci. Et je l'avais depuis 15 jours, je crois, ce truc. Enfin, ce truc, non, c'était vachement bien à l'époque. Des colis Cooper, etc. Et puis un soir, je crois qu'il est 21h, on est un peu en automne, il commence à faire nuit. Et je roulais à fond, genre 70, planqué derrière la bulle, il y avait une petite bulle. Et je fais pas gaffe, je crois que je regarde le compteur et tu sais, en fait, on cherche à gagner 1 km/h, 2 km/h. Et je relève la tête et là, en fait, il y a une voiture qui passe, enfin, qui me coupe la route. Et je fais un tout petit écart. Et tu sais, c'était l'époque des pots low-boy, des pots de cross un peu qui sortaient par le devant, c'était un 2 temps. Okay. Bref, le pot était en excroissance comme ça sur la moto. Et j'ai eu du bol, en fait, juste je tape le pot contre le pare-choc d'une CX. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'une CX. Très bien, je suis jeune mais pas vieux non plus, enfin bref. Et la moto, le 50 se déstabilise, la voiture s'arrête, je passe et je reste ouvert en grand. Sauf qu'un 2 temps, quand tu plies le pot, il avance plus. Et donc j'étais à 15, 16, je suis rentré comme ça et j'étais traumatisé par ce choc sans avoir chuté. C'est ma première expérience marquante. Après, j'en ai eu des plus marquantes en termes de chute et tout, mais celle-là, c'était la plus drôle pour moi. Parce que j'ai découvert ce que c'était qu'un 2 temps aussi. C'était la première ? La première moto ? La première choc ou accident ou... Ah non. Le premier choc, en fait, ça a été 5 mètres après, en sortant de la concession. C'est-à-dire que le truc était un peu haut et moi je suis un peu petit et en fait le mécanicien me donne le 50 et puis il me dit vas-y, et je descends le trottoir, je viens pour mettre le pied à terre et je tombe. Donc c'était histoire d'une première chute qui en appelait pas mal d'autres, malheureusement. Okay. Je me rends compte que c'est une expérience à chaque fois que je pose comme question, mais qu'en fait il y en a vraiment beaucoup quand on a des personnes comme toi qui ont un peu de vécu moto. Mais c'est dur de se limiter et on va passer du coup à la deuxième question. Ouais. Histoire de découvrir un peu plus ta vie de motard. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière ta moto actuelle ou la plus mémorable que tu as pu avoir ? Alors ma moto actuelle, pour l'instant j'en ai plus. En fait, je me suis fait voler ma moto. En revanche, l'histoire la plus mémorable des motos que j'ai eues, je crois que c'est la Honda CBR 900 qui maintenant passe pour un peu célèbre, la Fireblade, la première. Fireblade 92. 12, c'est ça. Je l'ai acheté aussitôt sorti. J'étais pion, j'ai tout mis là-dedans. J'ai tout ce que j'avais. Chaque mois, je payais cette moto que j'avais trouvée incroyable. J'avais lu un essai dans Moto Journal qui m'avait un peu transcendé. Comme quoi, il faut se méfier de la presse. Non, c'était une super moto. Et j'étais un des premiers à l'avoir, alors que j'avais 19 ans. Et il a fini dans un tracteur à 160. Donc, après, j'arrête avec les chutes, promis. Mais cette moto-là, elle m'a marqué parce qu'à l'époque, en fait, des motos aussi légères, elle n'était pas puissante, elle faisait 125 chevaux, je crois. Mais des motos aussi légères, aussi faciles à emmener de cette cylindrée-là, nous, on avait les FZR 1000, G6 R1100, elle a tout marqué et je me souviens très bien de ça. Est-ce que c'est à cause de toi qu'on a mis le permis A2 en place, peut-être ? D'être aussi jeune avec une moto, tu dis pas si puissante, mais 120 chevaux à 19 ans, c'est quand même...
Ouais, alors je crois pas que je sois célèbre à ce point, tu vois, mais j'aurais pu y contribuer, ouais. Ouais. D'accord, merci. On passe à la troisième question. As-tu une anecdote amusante ou insolite à partager que tu as eue sur la route? Bah, c'est toujours dans mes jeunes années. Bah, en fait, j'en ai pour plus tard, hein, mais celle qui me vient le plus, j'aime bien la raconter parce qu'elle est ridicule. Donc là, j'avais 18 ans et c'était ma première grosse cylindrée, un VFR 750, peau de ville qui faisait vachement de bruit avec le V4. Okay. Et dans la résidence où ma mère habitait, les gens gueulaient et avaient demandé à ce que, le soir en tout cas, si je rentrais tard, que je coupe le moteur avant de rentrer dans le garage. Et donc je coupais le moteur avant et puis je marchais sur 50 mètres. Là, il était 3h du matin, je crois que j'avais un peu bu. Un peu, hein. Et donc, mais je pense à descendre quand même, je coupe et puis je pousse la moto tant bien que mal. Et je m'étais pas aperçu qu'en fait la plaque en fonte de la bouche d'égout qui était devant chez ma mère avait été déplacée. C'est-à-dire que je pousse ma moto et je tombe dans la bouche d'égout. Alors elle est pas très profonde mais j'en ai jusqu'à la taille. La moto me tombe dessus. Oh. Et donc je reste coincé là dans la bouche d'égout. Non mais c'est ignoble. Les odeurs, 3h du matin, j'avais un peu bu. Donc je me hisse, je pousse la moto avec la tête pour ressortir et tombe de l'autre côté. Voilà comment j'ai niqué 2 carénages à 0 km/h. Ça, je crois que je suis le seul à l'avoir fait. Et quelqu'un t'a vu? Personne m'a vu. Ok, c'est important. C'est important dans ces moments-là. Sauf maintenant que je le raconte, quoi. Ouais, bah après c'était il y a des années, donc peut-être que t'assumes un peu plus maintenant, c'est ça? J'assume. Eh bien, merci en tout cas de nous l'avoir raconté, parce qu'elle n'était pas facile celle-là. Et on passe à la 4e question. Est-ce que tu peux nous parler d'une rencontre particulièrement mémorable que tu as eue grâce à la moto? J'imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais... Il y en a eu énormément. J'ai rencontré tous les pilotes que j'aurais rêvé de rencontrer, dont Valentino Rossi, brièvement. Il a même signé un de mes livres, c'est incroyable. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est au Japon. Alors j'ai eu la chance de faire les 8 heures de Suzuka, une course mythique. Ouais. Et là-bas, j'ai rencontré Masakazu Fuji, qui est le team manager de l'équipe FCC TSR, donc Honda officielle en ce moment d'endurance. Ouais. Mais surtout qui est le fils du fondateur du HRC et qui était ami avec Soichiro Honda. Et il m'a raconté des anecdotes de Soichiro Honda qui étaient absolument fous, en fait. Ce mec était fou allié, Soichiro Honda. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a réussi. Et ça m'a fasciné parce que c'est là que j'ai compris qu'en fait les Japonais étaient passionnés peut-être plus que les Anglais l'avaient été avant. Okay. C'est des gens incroyablement passionnés. Ils m'expliquaient que pour faire une moto, par exemple pour les 8 heures de Suzuka, après avoir terminé le boulot à 20h dans les locaux de Honda, ils se réunissaient avec un ingénieur de chez Nissin qui est pas loin, un autre ingénieur des suspensions Showa qui est pas loin, et ils bossaient jusqu'à 1h du matin, comme ça, pour eux. Pour développer des trucs qui les amusaient, quoi. C'est vrai que, on va pas se refaire l'histoire, mais culturellement, c'est vrai que les Japonais ont cette idée de la perfection, rechercher la perfection, tout faire précisément bien. Ouais, mais on a une idée de fourmis, de gens qui travaillent comme ça. Non, parce qu'ils picolent en même temps, ils s'amusent, ils rigolent, ils font des trucs. Des karaokés. Aussi, non, mais vraiment, il m'expliquait. L'ambiance, elle était dingue, quoi, dans l'atelier le soir, comme ça. Et c'était entre potes. C'est pas. En effet, moi, j'avais l'image. J'avais l'image du Japonais comme toi, et je me suis aperçu que non, en fait. C'était en bonne franquette et. Fun. Et en même temps, ouais, malgré tout, ingénieur, sérieux. Ça a modifié complètement mon perception des Japonais. Ouais. Ok, merci, super intéressant. Et on va du coup devoir déjà terminer avec la 5e et dernière question. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre à la communauté motarde ou à tes fans? Parce que peut-être tu as un fan club. Non, je crois pas que j'ai de fan club. Je sais que dans la presse moto, il y en a qui en entretiennent et c'est très bien. Je suis pas doué pour ça. Mais peu importe. Non, oui, si j'ai un message en fait à faire passer, c'est qu'on continue à se parler tous, comme on fait là, tu vois. Exactement. À travers les générations, mais aussi à travers les façons de faire. Moi, quand j'étais gamin, c'était encore le motard qui calquait sa vie sur sa moto. Et on faisait pas trop de distinction encore entre roadster, sportif, trail. On partait, je me souviens, parce que j'ai couru 24 heures du Mans, 10 fois, mais avant j'y suis allé en spectateur aussi. Ouais. Et j'étais à faire les rupteurs et tout. J'y étais le week-end dernier, et les rupteurs, j'en avais marre. Ouais. Mais j'ai fait ça aussi. Et je me souviens qu'on partait avec les sidecars, les 125, les trails, les GT, ce qu'il y avait de GT à l'époque, les sportifs. J'ai l'impression, je sais pas, mais j'aurais peur qu'il y ait des clivages qui se fassent un peu maintenant, et ce serait vraiment dommageable parce que, en fait, la moto, ça ressemble à rien d'autre, ni la bagnole, ni quoi que ce soit. C'est très particulier, et on a besoin de tous se parler, tous s'entendre, et pas de se cliver. J'espère que ça arrivera pas.
Je crains que ce soit un peu ça, mais c'est aussi les marques qui font ça parce qu'elles sortent des modèles qui sont très particuliers, très spécifiques pour des pratiques particulières, etc. Moi, je pense qu'on peut en continuer à rouler tous ensemble. On a besoin aussi d'être solidaires parce qu'on nous attaque un peu quand même en ce moment entre le contrôle technique, la circulation, se garer dans Paris, mais ça sera partout ça sera Lyon, ça sera Nantes, ça sera Nice, ça arrive partout, ça sera Bordeaux. Je pense qu'on a intérêt à vraiment rester solidaires. Et puis en plus, du coup, on se marre bien aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Alors juste, si ça peut te rassurer, là, quand j'étais au 24 heures du Mans, donc on y allait en moto, et il y avait des groupes de motards où il y en avait genre 2 en Harley, 2 en Ducat, 2 en trail. Super. Voilà. Donc alors, je trouvais ça intéressant justement le côté hétéroclite de ces groupes de motards qui n'ont pas tous la même moto. Bon, je dis ça, nous on était 3 en Royal Enfield, donc on était un peu dans notre délire, mais effectivement, non, ça reste assez hétéroclite, j'ai l'impression, donc pourvu que ça dure en gros. Pourvu que ça dure, ouais. Merci beaucoup pour ces réponses honnêtes, donc peut-être trop honnêtes, comme tu le disais. Trop honnêtes, ouais. Donc merci d'avoir suivi cet épisode d'Anecdotes de motard, et on se retrouve très bientôt, je l'espère, dans un prochain épisode. Ciao. Ciao. Voilà, merci. Ouais, je t'en prie.